messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Congo Buzz Télévision et vous regardez votre émission Actubé. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui revient sur l'actualité. On va essayer de décrypter, analyser, commenter et peut-être interpréter les différents faits d'actualité qui restent dominés par la politique. On va aujourd'hui revenir sur les discours du président de la République fait le vendredi 22 octobre dernier, un message qui a été retransmis sur les antennes de la télévision nationale. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de ces messages, c'était l'investiture de la nouvelle équipe de la CENI dirigée par Denis Kadima. C'est cette nouvelle équipe qui va donc prêter serment ce mardi 26 octobre devant les juges de la Cour constitutionnelle. On va essayer de revenir sur les différentes réactions qui ont fusé depuis l'investiture de cette nouvelle équipe de la CENI. On va aussi faire le point sur cette synergie créé par les FCC, la Mouka, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, les CLC, qui annoncent déjà des actions de grandes envergures à travers toute la République démocratique du Congo pour essayer de barricader la route à l'équipe de la CENI dirigée par Denis Kadima. L'actualité, c'est aussi les procès Matata Pogno qui a démarré ce lundi 25 octobre au niveau de la Cour constitutionnelle. Matata Pogno qui est donc poursuivi en rapport avec les détournements des fonds alloués au projet Bukangalondo, selon donc les rapports de l'inspection générale des finances qui avait enquêté sur les fonds alloués à ces projets. Sur ces plateaux, je reçois monsieur William Ikolo. Il est expert en communication politique, mais aussi analyste politique. C'est donc avec lui qu'on va essayer de discuter de tous ces sujets. Bienvenue. Merci à vous, Comment monsieur allez-vous? Thomas. Je vais très bien, merci, et vous-même? Kinshasa, ça va? Très bien. L'actualité, ça chauffe, hein? Ben, l'actualité est lourde. L'actualité est lourde et je pense que c'est vraiment très très bien que vous puissiez m'inviter parce que je brûlais d'impatience Très bien. de pouvoir réagir à cette actualité. Alors, ça tombe bien que je puisse partager ces plateaux avec un expert en communication politique que vous êtes. D'entrée de jeu, commençons par les discours du président de la République. Le président a fait une allocution, c'était le vendredi 22 octobre dernier. Il a évoqué la question de la CENI, il a rappelé les blocages qui a été observés jusqu'à qu'on puisse arriver à l'entérinement d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, puis la promulgation de l'ordonnance présidentielle. Et puis après, c'est la porte-parole, je crois, adjointe du président qui va passer sur la RTNC pour lire les différentes ordonnances. Est-ce que c'était important pour le président de la République de se justifier? Le président de la République ne s'est pas justifié. C'est ce que on appelle dans les actes juridiques les rétroactes. Donc, il a simplement balayé en fait les actes qui ont présidé et qui ont précédé l'acte, l'ordonnance qu'il a prise. Et donc, c'était, je pense, important de pouvoir expliquer le cheminement qu'il a ramené en fait à cette ordonnance. Ça n'est pas une justification, contrairement à ce que l'on a pu entendre ci et là. Et je félicite d'ailleurs le président de la République d'avoir fait cette ordonnance dans ces temps-là. Hein. Vous vous souvenez que j'invitais le président à pouvoir entériner, enfin du moins investir au plus vite le président de la CENI, ce qu'il a fait. Et je suis sûr que c'est une très bonne chose pour la démocratie, pour la respiration démocratique de ce pays. Et du reste, comme vous avez pu le voir, dans les grands moments, sa main ne tremble pas. Il a agi comme un chef de l'État. Il a agi en tout cas en chef de... Est-ce que le président ne pouvait-il pas se limiter à laisser seulement sa bouche autorisée passer à la télévision, lire l'ordonnance, plutôt que qu'on puisse d'abord voir le président lui-même passer, non, voilà, il y a eu blocage, il y a eu ceci, j'ai décidé aujourd'hui d'investir la nouvelle équipe, puis après on va procéder à la lecture de l'ordonnance. Est-ce que c'était vraiment opportun pour le président de le faire? À mon sens. En tant qu'expert en communication politique, je lui aurais vivement conseillé de le faire. Pourquoi? Parce que ça dénonce en fait toute la préoccupation et l'intérêt qu'il porte sur les élections. N'oubliez pas que l'univers, enfin le monde démocratique dans lequel nous sommes, que nous avons voulu, les élections sont vraiment un moment clé. Et le président ne pouvait que s'exprimer au sujet de l'équipe qui allait nous ramener vers ce grand mess, ces élections. Et je trouve que c'était d'ailleurs judicieux
qu'il n'ait mis que ce seul point à l'ordre du jour. Il ne devait que s'exprimer là-dessus. Le président, rappelons-le, n'est pas un analyste politique, ça n'est pas un journaliste. J'ai cru lire ci et là qu'il aurait dû s'exprimer sur la rame, s'exprimer sur tel et tel sujet de l'heure. C'est aussi des questions brûlantes. Ça n'est pas son rôle. Hein, ça n'est pas son rôle. Le président a une équipe ministérielle et qui, du reste, avait déjà pris des décisions sur la rame. Donc, il n'y avait pas d'intérêt à ce que lui puisse s'exprimer sur ce sujet et sur d'autres. Le point précis et capital concernant les élections est un point très important. Je pense que c'est une façon pour lui déjà de nous respecter, nous, en tant qu'électeurs et en tant que compatriotes, de nous dire pourquoi il est important que cette équipe-là soit investie et pourquoi il a recusé l'équipe précédente. Très bien. Alors, un jour avant, Moïse Katumbi, l'un des partenaires du président de la République, selon plusieurs observateurs d'ailleurs, c'est l'une des figures qui a crédibilisé l'Union sacrée, avait saisi justement le président de la République pour lui demander de ne pas investir l'équipe de Denis Kadima. Mais bizarrement, est-ce que, d'abord, il y a une question qui me vient à l'esprit, est-ce que le président a même eu le temps de lire la lettre de Moïse Katumbi? Parce qu'un jour après seulement, le président a fait les contraires de ce que Katumbi demandait. Oui, bon, évidemment, j'ai toujours à l'esprit que le président est sans doute la personne la plus outillée, la mieux informée que tout le monde. Et donc, il n'est pas étonnant qu'il ait pris une décision, ça se trouve à l'encontre de ce qu'on lui demandait, parce que, disons-le nous, Moïse Katumbi n'exigeait pas. Il invitait le président à considérer certains points, mais pour répondre à cela ou pour répondre à la nation, le président a trouvé qu'il était urgent de s'exprimer, peut-être pas dans les termes qui lui avaient été invités par Moïse Katumbi, mais selon ses prérogatives institutionnelles de président d'abord et selon toute autre raison qui échappe peut-être à Moïse Katumbi. Alors, est-ce que cette décision du président de la République d'investir l'équipe de Denis Kadima ne risque-t-elle pas de fragiliser aussi l'Union sacrée? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà Moïse Katumbi qui conteste, ça il faut le dire, qui conteste déjà la décision du président de la République. Il y a des réunions, semble-t-il, qui se tiennent déjà pour essayer de voir quelle est la suite à donner à l'Union sacrée. De l'autre côté, c'est Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, qui demande à Moïse Katumbi d'être sincère. Il révèle comme ça sur la place publique plusieurs dossiers que Katumbi aurait délégués ses collaborateurs pour venir discuter des partages des responsabilités au niveau du bureau de la CENI. Est-ce que toutes ces communications, toutes ces déclarations contribuent-elles à l'efficacité ou même à l'unité de l'Union sacrée? D'évidence, non. D'évidence, toutes ces communications directes, ces invectives, fragilisent, entre guillemets, l'Union sacrée, mais en réalité, rien que la déclaration du président a renforcé l'Union sacrée, parce que... Vous le pensez? Ah oui, oui, parce que, vous savez, une sagesse populaire dit qu'un arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit que 1000 autres qui poussent. C'est un peu le cas ici, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une personne s'est exprimée que la majorité silencieuse n'en pense comme il a avec lui plus ou moins 70 députés et il peut toujours influencer d'autres formations politiques à quitter les navires Union sacrée. Oui, mais pour quelle fin? Pour quelle fin? Je ne peux pas m'expliquer. Je pense que le projet du président était clair. Son exposé qui a mis sur pied l'Union sacrée était d'une clarté tellement limpide et Moïse Katumbi y a souscrit. Aujourd'hui, nous avançons sur un calendrier qui n'est pas un calendrier qui peut surprendre les politiques. Nous savons tous que nous sommes la République démocratique, dont démocratique, c'est le libellé même de notre pays, à la démocratie, et donc ça suppose des élections. Ces élections ne doivent pas nous surprendre et ne doivent pas nous mettre dans ces états de peur. Nous devons y aller sereinement. Celui qui pense qu'il est bien placé et qu'il est à même de pouvoir prétendre aux hautes fonctions de ce pays, doit y aller en toute sérénité sans contribuer à allumer, à faire des départs de feu tout à fait inutiles. Est-ce que c'est possible cette fois-ci qu'on puisse avoir des élections
crédibles et transparentes, et de manière vraie. Parce que depuis 2006, on a toujours des élections contestées, des résultats qui sont remis en cause. Alors cette fois-ci, Denis Kadima et son équipe sont déjà contestés. Il y a la cour, les juges au niveau de la Cour constitutionnelle qu'on accuse déjà d'être euh, en faveur, ou je ne sais pas moi, ou qui travaillent déjà pour le président de la République. Il y a des formations politiques aujourd'hui qui sont divisées. Est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir en 2023 des élections qui mettront tout le monde d'accord? Ma certitude, Monsieur Itoma, c'est que nous aurons des élections crédibles, des élections transparentes et des élections qui seront d'un limpide comme nous n'en avons jamais eu. Pourquoi? Pour une raison toute simple. C'est que quand on fait une lecture cumulée de l'action du chef de l'État, il ne faut pas lire des petites choses ou des supposés. Quand nous faisons cette lecture cumulée, nous voyons que premièrement, nous avons une équipe de la CENI qui est une équipe très forte. J'en profite d'ailleurs au passage pour féliciter Monsieur Denis Kadima, et j'ai lu quelques-unes de ses communications. Je crois effectivement qu'il nous emmènera vers ces élections. Il nous promet des élections crédibles. Il nous le promet. Et ses prédécesseurs avaient aussi dit ça. Oui, mais il faudra s'habituer maintenant à avoir à la tête du pays un leader qui est non seulement légaliste, mais qui est déterminé à conduire notre pays sur une voie démocratique. Le président de la République l'a montré, c'est quelqu'un de légaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vient pas simplement peser sur le débat politique de son poids de président de la République, mais il marche derrière les textes et on voit que c'est quelqu'un qui sait exactement où il va. Il faudra s'habituer à avoir un leader comme ça à la tête de notre pays. Les malversations, les péripéties que nous avons connues les années antérieures n'auront pas lieu. Je peux vous garantir que tous ces mots que le Congolais connaît aujourd'hui dans son dictionnaire, glissement, ci et ça, ne seront plus de mise avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui, comme j'en fais la lecture en tout cas, pour ma part, c'est quelqu'un de légaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui respecte les textes et quelqu'un qui est déterminé à laisser de son passage sur le pays une empreinte véritable et durable. Très bien. Alors, la nouvelle équipe de la CENI va prêter serment, c'est mardi 26 octobre, devant les juges de la Cour constitutionnelle. Et pendant ce temps, c'est Moïse Katumbi, c'est Fayulu, c'est les FCC, c'est l'Église catholique, c'est l'Église protestante qui boycotte cette nouvelle équipe de la CENI qui est déjà investie. Alors finalement, ça va se passer comment? Est-ce que nous ne sommes pas en train de revenir sur l'histoire qu'on a connue avec Corneille Nangaa, machine à voter? Les FCC dit oui, oui avec, côté opposition, on dit non, et jusqu'à la dernière minute, finalement, on va aller voter avec. Alors comment ça va se passer? Est-ce que tous ces gens qui nous promettent déjà des actions, qui nous promettent des mobilisations, des manifestations, demain ou après-demain, ne vont-ils pas se plier toujours, je ne sais pas moi, sous Denis Kadima, pour aller cette fois-ci aux élections? Qu'est-ce qui va changer alors? Oui, c'est un peu ça le drame quand on ne lit pas, quand on ne relit pas l'histoire avec attention, ben on le répète inexorablement. Vous faites bien de rappeler d'ailleurs ce qu'a été des élections, nos élections en 2018. 2018. Il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire que les Congolais ont fraîchement en tête ce qui s'est passé à ce moment-là. Souvenez-vous. À cette époque-là, Monsieur Fayulu nous marchait, emmenait la population dans un jeu politique qui était flou déjà dans son esprit. Parce qu'à la fois, il ne voulait pas aller aux élections, mais c'est quand même présenté. Non, il voulait aller aux élections, mais pas avec la machine à voter. Pas avec la machine à voter. Mais dans les délais qui nous étaient impartis, il fallait choisir entre glissement et machine à voter. Il fallait même, je dirais, choisir entre des élections qui ont été produites avec le fruit notre propre sueur, c'est-à-dire des élections qui ont été financées par les RDC et des élections financées par des pays étrangers. À ce moment-là, le président Kabila a eu, je pense, une intuition patriotique véritable que l'on doit lui reconnaître, c'était de financer nos propres élections. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On se rend compte que de tous les candidats, de tous les ténors de l'époque, il y a un seul candidat qui faisait partie de l'opposition alors, lui avait dit qu'avec ou sans machine à voter, il irait aux élections. Et pourquoi il en était aussi sûr?
parce qu'il connaissait sa popularité, tout simplement. Le candidat, Félix-Antoine Tshisekedi, savait que qu'importe quelles que soient les manipulations, les tricheries, sa popularité allait s'imposer d'évidence sur tout l'espace, sur tout le territoire national. Et donc, il n'a eu peur ni de ses adversaires politiques, ni du candidat du FCC. Il a été. Et je dois vous rappeler, hein, Monsieur Itoma, c'est que regardez ce qui s'est passé. On a entendu des radios étrangères qui ont promis que le ciel allait nous tomber sur la tête maintenant que le président de la CENI avait été désigné en la personne de Denis Kadima. Le ciel n'est pas tombé sur la tête des Congolais. Le ciel n'est pas le tombé, pays mais il y a des ne s'est pas retourné à feu et à sang, contrairement à ce qui a été annoncé au niveau international. Et je dirais même que les Congolais ont poussé un grand ouf de soulagement pour les Congolais. Ils sont reconnaissants du fait qu'ils ont vu qu'ils ont véritablement un leader qui tient la barre et dont la main n'a pas tremblé au moment de prendre cette grande décision. Très bien. Alors, à ce jour, on n'a pas entendu des réactions officielles au niveau de la communauté internationale. L'Union africaine n'a pas réagi, l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies, bref, toutes ces organisations, jusqu'à ce jour, n'ont pas officiellement réagi. De quel œil voyez-vous aujourd'hui l'attitude manifestée à ce jour par la communauté internationale? Est-ce qu'elle est d'accord avec la décision du président de la République ou elle attend encore l'évolution des dossiers pour se prononcer? À mon sens, elle ne devrait pas être là pour valider telle et telle décision du président de la République. Le président a appelé à son soutien, à son accompagnement même. Il est ici dans ses prérogatives institutionnelles. En tant que tel, il faut prendre acte de ses décisions. Je pense que c'est la seule chose qu'il faut faire. De la même façon, nous, en tant que grand pays dans ce monde, nous prenons acte des grandes décisions des présidents de la France ou des États-Unis ou d'ailleurs. Donc, je pense que c'est la même chose. Aujourd'hui, il faudra, comme je le disais, s'habituer à avoir un leader patriote à la tête du pays, un leader qui prend les bonnes décisions pour la République démocratique du Congo. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de ça. Généralement, en Afrique, on prend des décisions en lorgnant à gauche ou à droite si ça plaît à tel et tel pays. Mais il faudra s'habituer dorénavant à avoir un leader à la tête du pays. Et le président Tshisekedi fait montre d'un courage politique exceptionnel. Très bien. Alors, pendant ces temps, c'est un front qui vient de se créer. Le président de la République doit maintenant faire face au FCC, à la Mouka, Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, au CLC qui a bougé ici, il faut les rappeler, le CLC qui avait bougé le pays pendant que l'opposition avec les mêmes Félix Tshisekedi à l'époque était essoufflée. Tous ces gens se sont réunis cette fois-ci pour combattre l'équipe de la CENI. Alors, comment voyez-vous aujourd'hui cette synergie? Bien qu'Augustin Kabouya vient de leur répondre et qui est aussi au niveau des l'UDPS vont aussi planifier des manifestations. Est-ce que nous ne sommes pas sur la voie de brûler ces pays? Non, j'espère que non. Je pense que tout ce monde, ce qui nous réunit finalement, c'est quoi? C'est ce pays. Ce qui réunit, c'est la République démocratique du Congo. On va pas jouer à ce jeu de l'enfant à couper en deux. Vous connaissez le célèbre jugement de Salomon. Exactement. D'aucuns nous promettent ici le pays à feu et à sang. Et quand j'envisage ce jugement de Salomon, Salomon a eu la jugeote, la sagesse de donner l'enfant à la personne qui voulait pas qu'on fasse du mal à cet enfant. Aujourd'hui, moi, je m'interroge sur la capacité, ou du moins l'amour supposé de certains leaders pour leur pays. Parce que ce que nous devons vouloir maintenant, avant toute chose, c'est vraiment le bonheur du peuple congolais, c'est sa marche démocratique apaisée. Et lorsque, pour des raisons purement partisanes, on promet l'enfer aux Congolais, tout simplement parce qu'il y a un président de la CENI qui ne vous convient pas. Pour moi, en tout cas en tant qu'analyste, j'y vois deux choses. J'y vois premièrement, sans doute, la peur de certains leaders de se présenter aux élections, qui connaissent leur poids véritable. Vous pensez et savent... que Katumbi, avec tout ce qu'il a comme popularité, aujourd'hui, a peur d'aller
aux élections. Martin Fayoulou oui, avec qui tout a le, été deuxième avec tout le respect que je dois à ces grands leaders, parce qu'il faut dire que ce sont des grands leaders. Vous voyez, Monsieur Katumbi est un grand leader. C'est d'abord un acteur économique de premier plan, quelqu'un qui est un leader dans le sens où beaucoup de gens aujourd'hui le regardent et se disent « je veux être un Katumbi ». C'est quelqu'un qui nous a apporté beaucoup de fierté au niveau sportif notamment. Mais sur le plan politique, je crains qu'il ne soit pas aussi doué que pour les affaires et pour le sport. Et peut-être que cela va venir avec le temps. Mais à ce jour, je regarde la scène politique, les plaques tectoniques politiques de ce pays et je me dis qu'il ne fait hélas pas encore le poids face à Monsieur Tshisekedi. Et lui le sait. Et lui le sait sans doute. Mais ça, j'en parle en tant que Congolais, hein. J'en parle en tant qu'analyste politique. Je pense que ce que je dis ici n'est pas un scoop. Donc c'est quelque chose qui se voit et qui s'entend. Et je suis sûr qu'il le sait. Je suis sûr qu'il le sait. Et quant aux autres leaders politiques, vous avez parlé de Martin Fayoulou, de tous ces rassemblements. La démocratie est une respiration. Toutes ces marches, vous avez vu, il y a eu des marches qui ont été autorisées, et moi j'invite d'ailleurs les autorités du gouvernorat à autoriser ces marches. Ça ne pose pas un problème qu'il y ait des marches, c'est vraiment le choc des idées qui nous donnera la lumière. Mais comme le dit à juste raison Monsieur Kabouya, le directeur général de l'UDPS, le secrétaire général, pardon, il peut faire des marches, mais cela n'empêchera pas l'UDPS et ses alliés de faire des marches. Il y a quand même autour d'eux l'union sacrée de la nation, même si celle-ci a des pans qui défaillent. Mais je pense que marche contre marche, on peut voir qui a véritablement le soutien populaire. En tout cas, moi, je serai spectateur et je serai ici pour vous donner mon point de vue. Alors, vous avez évoqué 2 points, vous avez parlé de la peur et les deuxièmes, c'était quoi? Ça, vous n'avez pas dit. Ben, en fait, voilà, donc il y a, je crains la peur d'aller aux élections. Et le deuxième point, merci de me le rappeler, c'est une stratégie. C'est une stratégie, je dirais même que c'est un mode opératoire. Un mode opératoire qui n'échappe même pas aux Congolais. Je vais vous expliquer. C'est très simple. On parle d'élections et donc on se prépare, on essaye de placer les rails de la démocratie qui nous emmèneraient vers les élections. D'aucuns arrivent en disant « Ah ben non, c'est pas juste, je ne veux pas tel et tel ». L'idée poursuivie ici, c'est quoi? C'est simplement d'essayer de ramener le président sur une table de négociation, un arbre à palabres, où là, on va discuter et on va atterrir sur le fait de se dire « Bon, ok, on va vous attribuer tel ministère, on va vous attribuer tel poste ». C'est tout simplement ça la vérité. Et moi, en tant que Congolais, quand je vois cela, j'en suis un peu triste et c'est ce que j'ai envie de dénoncer ici parce que ce mode opératoire, il est visible, il est connu et c'est un mode opératoire qui n'est même pas nouveau. Hier, c'était la machine à voter. Aujourd'hui, faute de machine à voter, ben c'est Kadima, c'est autre chose, notamment la gratuité de l'enseignement. Alors pourquoi jusqu'à ce jour, au niveau de l'Union sacrée, on n'arrive pas à mettre en place un cadre qui va permettre à tous les leaders, à tous les partis membres de discuter, de soumettre leurs projets, de soumettre leurs idées. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas surprenant, mais ça fait quand même, c'est inquiétant de voir Moïse Katumbi, qui est membre de l'Union sacrée, aller apposer sa signature dans un document qui réunit les gens qui ne sont pas de l'Union sacrée. Est-ce qu'on peut pas créer un cadre qui va permettre à tout le monde? Non. Le cadre, il est là. Le cadre est là, c'est ce qu'on appelle l'union sacrée. D'accord? Le cadre est là. Après, dans ce cadre-là, chacune de ses composantes doit rester cohérente. Donc ici, la question que vous posez en réalité, c'est pourquoi Monsieur Katumbi n'est pas cohérent de la décision qu'il a prise d'aller à l'union sacrée. Ça, moi, je peux pas y répondre. Je pense que lui, il peut y répondre et nous expliquer quelles sont ses motivations, parce que, à mon sens, soit il est de l'union sacrée, et il y a à ce moment-là ce qu'on appelle une solidarité gouvernementale, soit le chemin qui est emprunté ne lui convient plus, mais c'est à lui à en tirer toutes les conséquences. Il avait dit qu'il était à l'union sacrée, en même temps il faisait l'opposition républicaine. Voilà. Donc ça c'est voilà, c'est pas très. Il s'est revendiqué coordonnateur ou je ne sais pas, président de la MOUCA.
À mon sens, c'est pas très cohérent, mais je pense qu'il devrait déjà, lui et ses généraux, essayer de recadrer les choses. Vous savez, en presse, nous, c'est ce que nous appelons une ligne éditoriale. Exactement. Et ici, sa ligne politique n'est pas très claire. Moi, j'ai un peu, je suis un tout petit peu triste par rapport à ces électeurs. Je me dis, si je suis électeur de Monsieur Katumbi et que je ne sais pas si je suis dans l'opposition, je ne sais pas si je suis dans l'union sacrée, je ne sais pas, ça doit être quand même perturbant, les pauvres. Ça me pousse encore à vous poser la question de savoir de quel œil regardez-vous aujourd'hui nos partis politiques. Est-ce que ce sont des partis réellement fondés sur base d'une idéologie ou ce sont des partis qui fonctionnent sur base des humeurs de leur président, de leur autorité morale, fondateur? Bon, on peut pas Parce qu'aujourd'hui, mettre... il suffit que Katumbi puisse déclarer, bon, je quitte l'Union sacrée. Tous les ministres qui sont au gouvernement, bon, certains vont peut-être quitter, des députés vont aussi partir avec lui. Mais est-ce que on peut faire fonctionner un parti politique ou, je ne sais pas moi, une formation politique sur base de ces humeurs où on doit aussi s'y référer sur une idéologie très bien définie? Idéalement, c'est ça. Mais vous savez, comme le monde est imparfait, malheureusement, on constate qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas été fondés qui ne reposent pas sur des idéologies. Moi, je ne suis pas membre de l'UDPS, mais je suis parfois admiratif de ce que les membres de l'UDPS ont le même logiciel dans le ventre, ont le même logiciel politique, qui fait que quand leur leader naturel s'en écarte, ils disent, ben non, là, ça va pas, tu n'es plus avec nous, regarde ce que nous avons dans le ventre. Et c'est un peu ça le problème. Aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste de l'ensemble, mais quelle est l'idéologie politique d'ensemble? Est-ce que quelqu'un saurait me dire ici, même en étant membre de ce regroupement, quelle est leur idéologie politique? C'est peut-être ça la faiblesse. Et c'est peut-être ça qui devrait définir avant de concourir à des élections. Parce que s'il n'y a pas cette définition qui est clairement posée, alors on marche derrière des hommes. Et quand ces hommes vont à droite, ben on va à droite avec eux. Ils vont à gauche, on va à gauche. Mais lorsqu'il y a une ligne politique clairement définie, à ce moment-là, c'est plus facile pour l'électeur, pour les sympathisants, de savoir s'il en marche sur la bonne voie. Très bien. Alors aujourd'hui, si Moïse Katumbi décide de quitter l'Union sacrée, voyez-vous tous ces députés, tous ces membres qui sont aujourd'hui au gouvernement, être en mesure de les suivre facilement? Bah, si Moïse Katumbi quitte l'Union sacrée, ça sera triste, parce que c'est quelqu'un que nous avons voulu dans l'Union sacrée. C'est quelqu'un sur lequel nous comptons sur beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, c'est un grand leader. C'est un grand leader. Maintenant, je crains que s'il quitte l'Union sacrée, c'est exactement, il va se passer la même chose que ce qui s'est passé avec l'investiture de Nicadima, c'est-à-dire le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Très bien. La République du Congo, la République démocratique du Congo continuera de fonctionner. Très bien. On va terminer l'émission avec les procès Matata Ponyo qui a démarré. C'est lundi 25 octobre au niveau de la Cour constitutionnelle. Matata Ponyo, jusqu'à ce jour, continue de clamer son innocence. J'ai participé plusieurs fois à ces conférences de presse. Matata Ponyo a toujours clamé haut et fort qu'il n'a jamais géré même pas $1 du projet Bukanga Lonzo. Le projet était géré par le ministère des Finances. Il a cité comme ça 4 ou 5 ministères. Selon lui, le détournement des fonds alloués au projet Bukanga Lonzo a commencé après son départ de la primature. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les procès sur les projets Bukanga Lonzo avec Matata Ponyo qui est poursuivi aujourd'hui, c'est un procès vraiment équitable ou c'est de l'acharnement comme Matata Ponyo continue de le dire? En tout cas, ce que je peux en dire, et ça, je m'en tiens simplement aux déclarations de Matata Ponyo. Je pense que s'il se prétend innocent de toutes ces affaires, il est de la démocratie, de l'état de droit, qui puisse en répondre non pas devant des journalistes, hein, ça n'est pas leur rôle, mais c'est d'en répondre devant les instances habilitées à écouter et à établir son innocence. C'est pour ça qu'il est devant les tribunaux et en tant que Premier ministre, il a été Premier ministre durant quand même 4 ans. 4 ans. Oui. Il ne peut pas se soustraire à un projet aussi pharaonique qui a occasionné de nombreux morts. Ça va peut-être vous étonner que je le dise, mais dites-vous bien que derrière chaque détournement, il y a des Congolais qui meurent. Derrière chaque détournement, il y a des enfants, des familles congolaises qui souffrent. Et nous devons à la vérité, à l'histoire de ce pays, aux Congolais d'hier, d'aujourd'hui et de demain,
d'établir les responsabilités d'un détournement aussi colossal. À supposer qu'il ne fut pas responsable ou qu'il ne fut pas en connaissance de ce qui s'est passé à ce moment-là, la sagesse, la moindre, qu'il nous devrait, ce serait à tout le moins de grandes excuses, avant même de se dire qu'il est innocent, parce que le détournement de Bokang Alonso a tué de nombreuses personnes et continue de faire souffrir les Congolais. Je pense qu'il doit accepter d'aller devant les tribunaux, ne fût-ce que pour nous rendre la vérité, sa part de vérité sur cette affaire. Et si du reste il est innocent, il faut consacrer sa présomption d'innocence. S'il est innocent, bah, il ne sera que lavé définitivement devant l'histoire de ceux dont on l'accuse. Donc, il devrait se réjouir de se retrouver devant les tribunaux. Encore une fois, il a été Premier ministre, c'est quelqu'un qui sait comment se passent les choses. On ne vient pas établir son innocence devant des journalistes ou devant des caméras à qui à sa solde. C'est un coup monté contre lui, c'est un chapeau qu'on cherche à Il aura l'occasion de s'en expliquer. Il n'a jamais été aimé du côté du PPRD. Jules Alingué était inspecteur général des finances, c'est un jaloux, il a longtemps envié les parcours de Matata Pogno. Ça, mais vous voyez bien à quel point, vous voyez bien. Les résultats même de l'enquête de l'IGF, c'est quelque chose qui a été monté et boutiqué. Vous voyez bien à quel point on est dans une fuite en avant de quelqu'un qui veut se soustraire. Et c'est ça que je trouve très suspect. C'est que plutôt qu'il n'arrive avec vraiment sérénité, c'est quelqu'un dont on vantait beaucoup le sérieux, donc il n'aura pas beaucoup de peine à démontrer son innocence, mais commencer à s'en prendre à des personnes qui aujourd'hui font la fierté de notre pays. Non, monsieur... Il a dit Alinguetti, c'était un jaloux parce qu'ils ont ensemble. Oui, mais monsieur Alinguetti aujourd'hui. Ils n'ont pas fait le même parcours. Lui, il a été DG au niveau, effectivement, je sais pas moi, du BCECO, ministre des Finances, premier ministre, oui. Aujourd'hui sénateur, professeur. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de tout ceci aujourd'hui? Aujourd'hui, en tant que Congolais. Aujourd'hui, quand j'arrive en tant que Congolais, il n'y a pas un endroit où je me dis, ah tiens, ça c'est Matata Pogno. Et c'est ça qui est dommage. Parce qu'il a eu en 4 ans. Pardon? L'université Mapon qu'il a fait construire chez lui. Oui, permettez-moi de pas y répondre alors. Mais voyez que l'IGF existait, nous en convenons, l'IGF existait. Ça n'est pas monsieur le président Tshisekedi qui a créé l'IGF. C'est une inspection générale qui existait, mais qui ne rendait pas les résultats qu'il rend aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous devons ce succès à un certain monsieur Jules Alingué qui fait bien son travail. Et derrière son travail, il y a, comme je le disais, des gens qui devaient mourir sous d'autres commandants et qui aujourd'hui sont vivants. Donc nous lui devons ça. Et la moindre de reconnaissance, c'est au moins d'assumer qu'il y a quelqu'un qui fait bien son job et qui ne fait pas. Vous savez que pendant que l'IGF n'était pas visible, n'était pas audible, il y a des gens qui étaient payés et qui étaient grassement payés pour ne rien faire, ou du moins pour faire si peu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés et dont on voit le travail, et ça, on ne peut qu'applaudir. Très bien, on a terminé l'émission. La caméra est là devant vous en quelques secondes. Votre dernier message au public, puis on va se séparer. Voilà, cher public, c'est mon analyse ici personnelle. J'espère que vous êtes comme moi un passionné du Congo, quelqu'un qui voudrait tout simplement que le Congo aille de l'avant. Moi, j'aime ce pays par-dessus tout, et ce que je n'aime pas, c'est toutes les valeurs qui font que ce pays souffre, alors qu'il devrait tout simplement vivre autrement. Les personnes, évidemment, ici on citait les noms des personnes, mon problème n'est pas avec les personnes, j'aime tous les Congolais, quels qu'ils soient, même Matata Pogno dont on vient de parler ici, c'est un frère que je respecte, que j'aime, mais ce que je n'aime pas, c'est la gestion du pays, la gestion de ce pays par le moyen de son gouvernement durant toutes ces années. Et c'est le cas pour l'opposition qui ne fait pas le jeu du Congo actuellement. Je vous remercie. Très bien, Monsieur William Ikolo, merci de votre passage. Merci, Monsieur Itoma. Fin de cette émission, à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Au revoir.